Bonjour à tous. L'avantage avec la cuisine, c'est qu'elle ne connaît pas de frontières. Alors laissez-moi faire voyager vos papilles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des desserts tous très fondants, tous abondamment crémeux, comme j'ai pu en trouver un peu partout dans le monde. Et l'incontournable dans les desserts crémeux, c'est le cheesecake. Et je vous donnerai la recette telle que j'ai appris à la faire en écumant les pâtisseries new-yorkaises. L'Europe n'est pas en reste avec la crème catalane, spécialité de Barcelone, puis ma panna cotta italienne avec une compotée de poire à la vanille. Et vous verrez qu'avec moi, la crème de la crème est au bout du fouet. On va commencer notre voyage au pays des desserts crémeux avec une première escale à New York, véritable berceau des cheesecakes tels qu'on les connaît aujourd'hui, bien crémeux et ferme à l'intérieur avec une base croustillante. J'en ai essayé beaucoup là-bas dans les pâtisseries et les délicatessen et voici la recette que j'ai préférée. Et pour le cheesecake, il vous faudra des biscuits, du beurre, du sucre, du cream cheese, de la vanille, de la farine, du jus de citron, un zeste de citron, du sucre, 2 œufs plus un jaune et de la crème. Et pour le topping, vous allez avoir besoin de crème épaisse, de sucre et de jus de citron. Et je vais commencer tout d'abord par mettre dans un bol mes biscuits écrasés. Alors vous prenez des biscuits anglais, des shortbread, des petits beurres, ce que vous voulez. Il faut simplement les mettre soit dans un mixeur, soit dans un mortier. Donc là, au mortier, ça marche très bien aussi. Surtout que là, j'ai pris des biscuits anglais, les digestifs, qui sont très friables, donc qui s'écrasent très facilement. Donc, je vais faire ça pour tous mes biscuits. Et dans un moule, c'est ça le plus important pour le cheesecake, c'est le moule à manquer à bord amovible avec une charnière. Et à l'intérieur, j'ai mis un bout de papier. Et faites bien attention à ces moules parce qu'en général, il y a un dessous avec un creux. Et ici, c'est bien plat. Donc, il faut bien avoir le côté plat pour pouvoir sortir le cheesecake une fois qu'il a cuit. Voilà, avec un papier sulfurisé. À l'intérieur, je vais mettre un peu de beurre que j'ai fait fondre pour que le cheesecake puisse se détacher après la cuisson. Donc, je vais prendre juste un petit peu du beurre que j'ai gardé pour mettre avec mes biscuits écrasés. Donc ça, je prépare bien le moule d'abord. Comme ça, tout est prêt. Et maintenant, je vais pouvoir continuer à écraser tous mes biscuits dans lesquels je vais ajouter mon beurre et un peu de sucre. Si jamais il reste quelques petits morceaux, pas trop gros non plus, c'est pas bien grave. Au contraire, ça donnera un gâteau encore plus croustillant. Voilà, tous mes biscuits sont bien écrasés. Donc il suffit d'ajouter le sucre et le beurre fondu. Donc j'en ai juste pris un tout petit peu pour le moule. Donc avec le pinceau, je vais commencer par en remettre un tout petit peu. Voilà. Maintenant, le beurre à l'intérieur. Alors, à New York, des cheesecakes, il y en a partout. Il y a autant de cheesecakes que de pâtissiers qui les font là-bas. Et il y a 2 écoles pour les cheesecakes. Ceux qui préfèrent les cheesecakes bien mousseux et aérés, et les autres qui préfèrent les cheesecakes fermes et onctueux, bien crémeux à l'intérieur. Et je pense que vous avez compris que c'est celui-là qu'on est en train de faire. C'est celui-là que j'adore. Si jamais vous n'y arrivez pas bien avec la cuillère, on peut s'aider avec les mains. Ce n'est pas trop gras. Et l'excédent de gras qu'il pourrait éventuellement y avoir sortirait du moule de toute façon. Donc je vais mettre toute la poudre dans mon moule préparé. Et je vais maintenant bien tasser la poudre avec le dos d'une cuillère. Et ensuite, je vais mettre ça au four que j'ai fait préchauffer à 165 degrés. Et je vais précuire cette base pour qu'elle soit bien ferme. Et avec le sucre et le beurre, ça va faire une base qui se tient bien. Friable comme il faut, mais ça tient quand même. Alors, je vais aller avec les doigts, ce sera encore plus facile. On peut bien lisser tout le côté et avec le dos d'une cuillère, la main, enfin on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit bien plat. Voilà, je pense que c'est suffisant. Je vais mettre ça donc dans mon four qui est préchauffé pendant 10 à 15 minutes. Ce qui me laisse le temps, pendant ce temps, de faire ma préparation à base de cream cheese. Donc, dans le bol du robot, avec la feuille, je vais mettre
Tout d'abord, le cream cheese, qui lui doit être à température ambiante. C'est vraiment un point très important parce que s'il est froid, il va être trop ferme et on risquerait d'avoir du mal à le mélanger avec le sucre. On aurait beaucoup de grumeaux. Alors, on va mettre ça là-dedans. Et le cream cheese, c'est vraiment grâce à lui que le cheesecake existe tel qu'il est aujourd'hui. Parce que ce cream cheese date à peu près de la moitié du 19e siècle. Et c'est les Américains qui voulaient créer un fromage qui ressemblait beaucoup à nos fromages de nos contrées européennes, voire même françaises plus spécifiquement. Et à l'origine, d'ailleurs, la marque très connue qu'on connaît tous aujourd'hui s'appelait à l'époque Neuchâtel, pour avoir une connotation un peu luxueuse. Parce que tout ce qui est français, là-bas aux États-Unis, c'est considéré comme du luxe. Donc on met le cream cheese à température ambiante. On va ajouter également le sucre. Et c'est le fait de brasser ensemble le sucre et le cream cheese qui va faire qu'en fait, le sucre va en quelque sorte liquéfier le cream cheese et va donc éviter les grumeaux. Donc ça, on va mettre en route un petit peu. On va ajouter également de l'extrait de vanille liquide. La recette de ce gâteau est très clairement inspirée de ce qui existe déjà en Europe, les fameux gâteaux au fromage. Et c'est les immigrants juifs, allemands, italiens qui ont rapporté cette recette aux États-Unis. Et c'est grâce à eux que le cheesecake existe maintenant. Grâce à eux et au cream cheese. Voilà, comme mon cream cheese était bien à température ambiante, ça s'est parfaitement mélangé. Je vais ajouter également la farine. Je vais ajouter aussi le zeste d'un demi-citron non traité. Surtout, prenez un citron bio, surtout quand vous prenez le zeste. Le jus, c'est quand même moins grave, mais quand on prend la peau comme ça, je prends toujours des citrons bio. Donc là, j'ajoute mon zeste dans la machine. Je vais continuer à laisser tourner avec la farine et le zeste. Je vais en profiter pour prélever un peu de jus de citron. Alors pour le jus de citron, c'est toujours très simple pour les citrons. On écrase bien le citron, comme ça on libère les jus qui sont à l'intérieur. Ensuite, on coupe. Et c'est beaucoup plus facile pour récupérer tout ce qu'il y a de bon. Surtout quand on a des citrons très fermes. Essayez de bien les écraser avant. Voilà, je vais ajouter également 2 cuillères à café de jus de citron. Je vais ajouter maintenant de la crème fraîche qui est au réfrigérateur. Alors, aux États-Unis, en général, ils utilisent de la crème aigre. C'est très difficile à trouver en France, mais j'ai mis au point cette recette pour que vous puissiez la remplacer justement par la crème fraîche épaisse, classique qu'on trouve chez nous. Donc, on peut tout ajouter d'un coup. Alors, il y a beaucoup de théories sur la raison pour laquelle le cheesecake craque en cours de cuisson. En fait, il craque tout simplement en cours de refroidissement, parce qu'on va le mettre à cuire et ensuite on va le laisser refroidir à température ambiante avant de le mettre au frais pendant une nuit avant de le déguster. Oui, c'est long, ça se mérite un cheesecake. Et c'est à ce moment-là, au moment du refroidissement, que le cheesecake se rétracte et risque de craquer. C'est pas très grave aujourd'hui parce que si on a une fissure au centre du cheesecake, on va verser un topping et ça va camoufler tout ça. Et une des théories, c'est justement de bien graisser l'intérieur du moule comme on a fait avec le beurre et qu'une fois refroidi, on prend un couteau et on passe entre le cheesecake et le moule pour bien détacher le cheesecake et qu'au moment de la rétractation, il ne soit pas collé contre les parois. C'est là, en fait, qu'apparemment la fissure apparaîtrait. Donc, on va essayer ça aujourd'hui. Voilà, donc là, je vais ajouter encore un petit coup de vitesse là-dedans. Une fois que c'est bon, j'arrête. Je vais ajouter mes 2 œufs entiers, un seul jaune. Et on va éviter de surbattre le cheesecake. Alors là, je vais juste mettre mon jaune. Donc, je vais récupérer un blanc pour en faire autre chose. Voilà. Et il faut éviter donc de surbattre parce que c'est ce qui pourrait aérer la pâte et qui pourrait faire en sorte également que le gâteau craque en cours de refroidissement. Donc, une fois qu'on a juste ajouté les œufs, c'est terminé. On arrêtera de mélanger et normalement ce serait bon. Je vais vérifier également ma pâte qui est en train de cuire. C'est bon. Je vais augmenter la température du four à 200 degrés. Parce qu'on va cuire pendant 10 minutes le cheesecake à 200 degrés et ensuite on va prolonger la cuisson à 90-95 degrés pendant plus longtemps. C'est un gâteau qui se cuit à une température relativement douce, sauf les 10 premières minutes. Voilà, le mélange est fait. Et à ce moment-là, vous pouvez déjà goûter votre préparation au cream cheese. C'est absolument délicieux. Là, je vais tout verser à l'intérieur de mon moule. Alors là, la pâte a bien doré, elle est bien croustillante. Et c'est ça qui sera si délicieux à la fin, en contraste avec le crémeux du cream cheese. Et là, on verse tout. Et je vais pouvoir le faire cuire cette fois pendant une dizaine de minutes à 200 degrés. Et après, je baisserai la température
à 90-95 pendant encore une trentaine de minutes jusqu'à ce qu'il soit bien ferme. Alors pour savoir si le cheesecake est cuit, vous secouez le moule et vous voyez comment réagit le cheesecake. Si jamais c'est liquide, bah, vous continuez la cuisson. S'il commence à être bien ferme sur les côtés mais légèrement tremblotant au centre, c'est parfait. Pendant ce temps, je vais commencer à préparer mon topping avec de la crème fraîche, un petit peu de jus de citron et du sucre. Et là, ce topping, je vais pouvoir le laisser refroidir au frais au réfrigérateur pendant la cuisson, le refroidissement de mon cheesecake. Ça n'a pas d'importance. Je peux le préparer longtemps en avance. Donc, crème fraîche et sucre, toujours les deux premiers d'abord. Un petit peu de jus de citron. Tout simplement, on mélange. Et ça, je vais pouvoir le mettre au frais et le verser sur mon cheesecake refroidi. Moi, je vous retrouve tout de suite avec ma prochaine recette encore très crémeuse, les fameuses crèmes catalanes. En voyage à Barcelone, en bon touriste que j'étais, j'ai tenu bien sûr à goûter la crema cremada, la fameuse crème catalane. Alors j'ai eu beaucoup de surprises, des bonnes, des moins bonnes. Et pour vous, j'ai fait le tri des recettes et voici celles que j'ai préférées. Et pour la crème catalane, vous aurez besoin de lait, de sucre, de jaune d'œuf, de fécule de maïs, de citron, de cannelle, d'extrait de vanille liquide, d'un peu de sel et pour caraméliser les crèmes, de sucre en poudre. Alors tout d'abord, je vais mettre mon lait à chauffer avec un petit peu de sucre. Alors du lait frais entier, prenez un bon lait, ça participera d'autant plus à la réussite de la recette. Et je vais mettre la moitié du sucre en poudre. Et à quoi ça sert de mettre la moitié du sucre? Tout simplement pour éviter que le lait ne brûle au fond de la casserole. Donc la moitié du sucre. Je vais ajouter également un bâton de cannelle et la pelure d'un citron bio pour éviter d'avoir de mauvaises choses dans notre crème catalane. Alors une pelure, tout simplement, on prélève le zeste comme ça avec un couteau jusqu'à la partie blanche. Pas trop de partie blanche, sinon ce serait amer. Mais là, comme on fait infuser, s'il y en a un peu, c'est pas très grave. Un morceau, bon, j'en mets un deuxième. Et un petit peu d'extrait de vanille liquide. Alors à Barcelone, j'y suis allé quelques fois, c'est tellement proche de Paris. Et là-bas, j'ai essayé plein de restaurants parce que je voulais absolument goûter la vraie crème catalane de Barcelone. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai dû tomber dans un restaurant pour touristes la première fois. Et ma première rencontre avec la crème catalane n'a pas franchement été une réussite. Et la crème catalane était encore congelée. Le caramel, il l'avait fait la veille, ce qui fait qu'il s'était liquéfié. D'où l'importance vraiment d'avoir une crème catalane que vous brûlez au dernier moment. Bien entendu, par la suite, j'ai essayé d'autres crèmes catalanes dans d'autres restaurants. Et là, la révélation, c'était vraiment parfait. Donc là, on chauffe avec la vanille, le sucre, la cannelle et le citron. Je vais laisser infuser un petit peu. Je vais aussi, dans un bol, mettre mes jaunes d'œufs. Alors, je me suis avancé, je les ai déjà pesés. Donc, vous prenez bien 100 grammes de jaunes d'œufs, ce qui correspond à peu près à 5, 6, ça dépend des jaunes d'œufs. Mais en général, ils pèsent entre 15 et 20 grammes. Donc, pesez bien vos jaunes d'œufs, c'est plus important que le nombre de jaunes d'œufs. Voilà. Je vais prendre un fouet et là, on va blanchir le sucre et les jaunes d'œufs ensemble pour bien aérer et que la crème ait une belle couleur en cuisson, sinon elle serait trop jaune. Donc si vous avez un fouet électrique, prenez-le, mais si on a envie d'éliminer un petit peu avant de manger la crème catalane, pourquoi pas? Alors la crème brûlée et la crème catalane sont très ressemblantes. Et la seule différence entre la crème brûlée et la crème catalane, enfin la seule, non. Dans les ingrédients, la seule différence, c'est la présence de fécule de maïs qui est dans la crème catalane, alors que dans la crème brûlée, elle n'y est pas. Et ensuite, le mode de préparation également, c'est-à-dire que la crème catalane, on la prépare avec une pré-cuisson au bain-marie, alors que la crème brûlée, on fait cuire doucement au four, il n'y a pas de préparation avant, il n'y a pas de cuisson avant. Et là, en plus, comme on est dans le sud, on rajoute le citron, la cannelle, la vanille, des parfums qu'on retrouve d'ailleurs dans les fameux pastéis et nata qu'on trouve à Lisbonne. D'ailleurs, le mode de préparation est relativement similaire. Là, j'aère bien mes jaunes avec le sucre. Je vais ajouter ma fécule de maïs. Je vais fouetter bien énergiquement également. Voilà, ça devient bien aéré, bien mousseux. Je vais couper
le feu sous le lait. Alors, là, je vais tricher un petit peu. À la maison, laissez infuser votre lait pendant 10-15 minutes, le temps que les parfums se développent bien, la cannelle, le citron. Là, je vais faire un peu plus rapidement. Je vais enlever ma cannelle et mon citron maintenant. Mais chez vous, donc, laissez-les pendant 10 minutes. Vous laissez refroidir un tout petit peu, le temps que ça s'infuse. Et après, on va ajouter le lait progressivement dans le mélange œufs, fécule de maïs et sucre. Voilà. Donc on ajoute tout. Et tout ça, on va le mettre maintenant au bain-marie. Mon bol est chaud. Là, j'avais un bain-marie prêt, mais je vais finalement juste transvaser les deux. Je vais prendre mon bol ici, c'est aussi simple. Je vais mettre 10-15 minutes à cuire au bain-marie. Et pour savoir si ma crème est cuite, la mousse va disparaître en surface et on verra les traces du fouet dans la crème. Donc là, c'est parti pour 10-15 minutes pour moi. La crème est bien prise. Je vais la sortir du bain-marie. Alors, je vais la disposer maintenant dans des ramequins. Alors là, on voit bien quand même les traces du fouet dans la crème. Et là, au moins, on est sûr qu'elle est bien cuite. Avec une louche, c'est plus facile. Alors, vous pouvez mettre ça dans n'importe quel ramequin chez vous. Là, j'ai pris des ramequins à crème brûlée, du coup, qui conviennent parfaitement pour la crème catalane. Et évidemment, je me suis un petit peu avancé et j'en ai préparé quelques-unes qui sont déjà au frais. Alors, comme toujours, on secoue un petit peu pour aplanir la surface. Et je vais mettre au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle soit bien froide. Alors, comptez 2-3 heures, même peut-être un peu plus. Et de toute façon, vous pouvez les faire même la veille ou le matin pour le soir. Et une fois que vous avez vos crèmes bien froides, vous pourrez les caraméliser juste avant de les servir. Je vais prendre un petit peu de sucre semoule que je vais mettre à la surface. Alors, juste enlever le paquet. On secoue. Je peux même enlever l'excédent de sucre. Voilà. Et avec le doigt, on va juste passer autour pour ne pas avoir de caramel sur les bords du ramequin. Et alors, pour caraméliser, vous avez donc deux options possibles. Soit notre fidèle chalumeau qu'on utilise chez nous pour caraméliser nos crèmes brûlées ou toutes sortes de choses, ou alors le vrai fer catalan pour faire les véritables crèmes catalanes. Alors, pour utiliser ce fer, il faut donc le gaz. Ce n'est pas toujours le cas à la maison. Donc c'est pour ça qu'avoir un chalumeau est très pratique. Pour le fer à crème catalane, vous le disposez simplement comme ça sur le gaz pendant 2-3 minutes jusqu'à ce qu'il soit vraiment très chaud. Et c'est la chaleur qui va caraméliser le sucre en surface. Et moi, je vais simplement faire avec mon chalumeau. Tout simplement, je vais faire le tour avec la flamme à l'intérieur de la crème jusqu'à ce qu'elle soit bien caramélisée. Voilà, la couleur caramel commence à arriver. Si jamais vous voulez un caramel un peu plus craquant encore, vous pouvez mettre du sucre cassonade, bien sûr, mais évitez le sucre glace. Et maintenant, la méthode traditionnelle. Alors, le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. On va aller directement au contact. Voilà. Et là, on a notre vraie crème catalane. Moi, je vous retrouve tout de suite après avec la prochaine recette très crémeuse, cette fois en Italie, avec la panna cotta aux poires vanillées. Dernière escale de notre voyage, toujours en Méditerranée, mais cette fois en Italie, où vous voulez, tant que c'est sur la côte, sur une plage, il fait chaud et vous rêvez d'un dessert bien frais et vous avez envie de changer des glaces à l'italienne. Alors du coup, je vous propose ma version de la panna cotta avec un lit de compoté de poires vanillées. Et pour cette recette, vous aurez besoin de poires, de sucre à confiture, de gousse de vanille, de crème liquide, de sucre semoule et de feuilles de gélatine. Alors, tout d'abord, je vais commencer par ma compotée de poires. Alors, je prends 2 casseroles parce que j'en aurai besoin pour ma crème également. Je vais prendre mes poires. Alors, il suffit de les couper en gros morceaux. Alors, prenez des belles poires, bien juteuses.
Mais si vous prenez des poires un peu moins juteuses, de toute façon, elles cuiront. Mais si elles sont juteuses, elles cuiront d'autant plus vite. C'est quand même plus pratique. Donc je vais couper mes poires, chaque quartier en deux, que je vais recouper en 2-3 morceaux. Et je vais les mettre à cuire avec mon sucre à confiture. Alors je peux déjà mettre le feu. Ça commencera doucement à cuire. Le sucre. Et je continue d'éplucher mes poires et de les couper en morceaux. Cette première étape pour la compotée de poires, c'est finalement ce qu'il y a de plus long dans la recette, parce que après, vous allez voir, ça va vraiment très vite. D'ailleurs, la panna cotta, c'est simplement de la crème prise, donc la crème cuite, et nous, on va la faire cuire et la faire prendre ensuite avec un peu de gélatine. Mais à l'époque, les panna cotta n'étaient pas faits avec des feuilles de gélatine, mais avec des arêtes de poisson. Alors, si chez vous, vous voulez essayer, je vous laisse faire. Moi, je me contente de mes feuilles. Je vais augmenter un petit peu le feu. On va donner un petit coup de cuillère là-dedans. Comme ça, le jus des poires va se libérer avec le sucre. Je vais ajouter également l'intérieur d'une gousse de vanille. Je vais prendre mon gros pot de vanille. Ça, à chaque fois, je n'y résiste pas. Ça sent tellement bon. Donc, avec un couteau, on va venir couper sur un côté la gousse. Un couteau qui coupe bien. Et soit avec un couteau, soit même avec le pouce, parce que c'est à la même forme, c'est très pratique. Vous pouvez venir chercher comme ça à l'intérieur de la gousse toute la vanilline, tous les petits grains noirs. Et on va venir mettre ça dans la poire. Et ça va donner un goût excellent à ces poires qui vont compoter doucement. Je vais maintenant faire bouillir ma crème. Alors de la crème fraîche entière, liquide, surtout pas une crème réduite en matière grasse, surtout pas pour les panna cotta. La crème, je vais mettre également le sucre avec la vanille. Alors le sucre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon sucre. J'ai très peu de sucre finalement dans ma panna cotta qui est très peu sucrée. Je vais mettre une deuxième gousse de vanille. Toujours pareil, venir ouvrir la vanille. Avec le pouce, je vais venir chercher toute la vanilline contenue dans ma gousse. Voilà. Je vais bien mélanger mon sucre et ma vanille pour bien disperser la vanille. Si jamais vous n'y arrivez pas à la cuillère, même avec les doigts, vous pouvez venir gratter le sucre comme ça en venant presque exfolier vos doigts pour bien récupérer toute la vanille qui serait collée. Et on mélange bien. Je vais mettre tout ce sucre vanillé dans la crème. Il ne faut plus qu'on voit de gros paquets. Comme ça, en se mettant dans la crème, ça va parfaitement se disperser, non pas rester amalgamé. Je vais mélanger avec un petit coup de fouet. Si on veut, on peut même mettre la gousse de vanille avec la crème, comme ça, ça va donner un subtil goût également. La poire, il faut bien surveiller. Je ne vais pas forcément la faire cuire ici parce que je me suis un petit peu avancé. À la maison, vous la faites cuire pendant 30 minutes à peu près. Le sirop va réduire, va se colorer, les poires vont devenir presque translucides. Et vous allez pouvoir garder cette compotée dans un pot, stérilisé comme pour une confiture. Et vous pouvez garder ça pendant des mois et utiliser cette compotée quand vous voulez pour faire vos panna cotta. La gélatine, j'ai ici 3 feuilles que je vais mettre dans un petit plat rempli d'eau froide. Et ça, en 2-3 minutes, la feuille de gélatine va complètement s'assouplir. Parce que j'ai déjà des amis qui m'ont dit qu'ils avaient mis de la feuille de gélatine entière, encore sèche, dans la crème, alors qu'il faut quand même la laisser ramollir dans de l'eau. Donc n'oubliez pas cette étape importante. Dès que la crème bout, on arrête la cuisson et je vais ajouter les feuilles de gélatine qu'on va bien essorer. Alors là, la compotée de poire, je vais la laisser cuire. J'ai donc préparé en avance des verres avec la compotée prête. C'est presque donc une confiture qui peut se garder donc très longtemps. Et on va venir verser la crème sur la compotée refroidie. La crème est arrivée à ébullition. On coupe le feu. Là, les feuilles de gélatine, vous avez vu, c'est très rapide à ramollir. Il faut bien les essorer entre vos mains. Et on les ajoute une à une. Et à chaque fois qu'on ajoute, il faut bien mélanger. Voilà, et ça fond instantanément. La panna cotta est prête. Je vais juste enlever la gousse de vanille. Et donc, verser ma panna cotta sur la compotée refroidie. Je vais mettre ça au frais
pendant 4-5 heures, le temps que la crème se fiche bien grâce à la gélatine. Et moi, je vous retrouve tout de suite après avec toutes mes recettes bien crémeuses. Comme je vous l'avais dit en début d'émission, on a réuni la crème de la crème des desserts du monde. Le cheesecake a eu le temps de refroidir, j'ai bien passé mon couteau entre la pâte et le moule, et donc il n'a pas craqué en refroidissant. Et je n'ai plus qu'à verser mon topping que j'avais préparé, au citron, à la crème et au sucre. Alors c'est facultatif, si vous ne voulez pas le mettre, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est tellement délicieux avec, et encore plus crémeux. Et avec une cuillère, tout simplement, je vais faire le tour avec, jusqu'au bord, jusqu'à 2-3 mm du bord. Et en coupant les parts, la crème va couler et ça va envelopper chaque part. Et la panna cotta, bien fraîche, avec la compotée de poire vanillée. N'oubliez pas que la compotée de poire, vous pouvez la garder longtemps dans un pot à confiture et donc préparer ces panna cotta vraiment au dernier moment. Et enfin, les crèmes catalanes, bien crémeuses, avec la fine couche croustillante de caramel. Vous l'avez vu, c'est assez impressionnant avec ce faire. N'hésitez pas à le faire devant vos convives. Et une fois que c'est fait, mangez-les dans l'heure qui suit. Vous pouvez retrouver tous ces délices sur le site de Cuisine Plus et moi, je vous retrouve très vite.